Nous allons passer donc à la présentation du professeur Anne Cotten, Anne Cotten, donc, qui est professeure de radiologie au CHRU de Lille. C'est aussi la présidente de la SIMS, la Société d'imagerie musculo-squelettique. Et vous savez qu'en ce moment, il y a un gros débat sur les infiltrations rachidiennes qui sont utilisées dans la prise en charge des douleurs et des algies, qu'elles soient cervicales, thoraciques ou lombaires, au niveau rachidien. Et donc, on aura un gros focus là-dessus parce que nos sociétés, la SFR et la SIMS, viennent de sortir des recommandations sous la responsabilité de Anne Cotten et de son équipe. Donc c'est important que ce soit porté à la connaissance du plus grand nombre, mais aussi bien sûr de tous les patients qui souffrent de ce type de pathologie. Merci Anne. Merci. Si je peux récupérer aussi, voilà, c'est bon, merci. Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler de cette problématique. Alors, comme vous le savez, la sciatique et la névralgie cervico-brachiale, qui est en fait l'équivalent au rachis cervical, eh bien, ça s'accompagne de douleurs extrêmement importantes parce que vous avez une compression de la racine, le plus souvent par une hernie discale. Ça peut être également lié à de l'arthrose. Alors, vous connaissez bien cette problématique. Les patients vont être traités d'abord de façon symptomatique. Donc, repos, traitement médical péros, éventuellement une infiltration épidurale lombaire postérieure par le clinicien. Vous voyez que l'évolution, spontanément, est favorable chez la majorité des patients, notamment en cas de hernie discale, puisqu'à 1 an, 90% des patients sont soulagés. Mais à 1 mois, vous avez 60% des patients qui sont un peu ou complètement soulagés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 40% des patients se plaignent encore de douleurs extrêmement invalidantes. Eh bien, c'est là qu'intervient le radiologue pour aller faire une injection de corticoïdes directement au contact de la racine sous guidage de l'imagerie, le plus souvent sous scanner, parfois sous scopie. Donc, on parle de voie foraminale, directement au contact de la racine. Et puis, un peu moins souvent, on pourra faire des infiltrations épidurales, un petit peu plus à distance de la racine. Donc ça, c'est un traitement bien codifié. Alors, on disposait de 2 types de corticoïdes avec une AMM, une autorisation de mise sur le marché pour ces infiltrations. Le problème, c'est qu'au début de l'année, il y a eu un arrêt de la commercialisation de l'un de ces corticoïdes pour des problèmes industriels. Et puis, l'autre corticoïde, par contre, le laboratoire a restreint les indications et a indiqué désormais que ce corticoïde ne devait être utilisé que pour les épidurales lombaires. Alors, la conséquence de ça, si on suit donc ces restrictions, au rachis cervical, on ne peut plus faire d'infiltration pour soulager ces patients, et au rachis lombaire, on ne peut plus faire d'infiltration foraminale. Alors, pourquoi ce laboratoire a restreint ces indications? Eh bien, avec l'explosion du nombre de ces infiltrations partout dans le monde, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques complications neurologiques exceptionnelles. Vous avez environ 40 cas décrits dans la littérature, mais dramatiques, parce que ça peut donc se compliquer de paraplégie, de tétraplégie. Il y a même eu quelques décès décrits dans la littérature. Alors le risque, il est extrêmement difficile de l'évaluer. Certains ont avancé le chiffre de 1 sur 100 000, d'autres 1 sur 1 million. Il faut savoir que dans les gros centres actuellement, on fait environ 500 à 1500 infiltrations par an, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Alors, on connaît par contre mieux maintenant les facteurs de risque de ces complications. C'est quoi ? Un antécédent d'intervention chirurgicale au même étage. Donc, on sait désormais qu'il faut injecter au-dessus, en dessous, mais pas à ce niveau-là. On sait que c'est dû à un probable cathétérisme artériel, c'est-à-dire que le bout de l'aiguille va pénétrer dans un vaisseau et on va injecter le corticoïde directement dans le vaisseau. Mais la grande nouveauté, c'est qu'on s'est rendu compte que la très très grande majorité de ces complications étaient liées à l'injection d'un corticoïde particulière. Vous avez des corticoïdes particulières et non particulières. En fait, c'est la taille de la molécule qui fait la différence. Et donc, on sait désormais que l'injection de ce type de corticoïde, c'est ça qui majeure considérablement le risque. Et l'hydrocantensil est un corticoïde particulière. Alors,
on est un peu face à un état de régression thérapeutique, en tout cas de diminution de l'offre thérapeutique d'une part, et d'autre part, il y a une meilleure connaissance des facteurs de risque de ces complications qu'il faut connaître. Et donc, c'est pour ça qu'il était important d'émettre des recommandations. Et donc, les recommandations, quelles sont-elles? Tout d'abord, éviter toute infiltration foraminale de corticoïdes particulières. Ça, c'est extrêmement important parce que ce sont vraiment ces corticoïdes qui sont mis en avant désormais. Par contre, eh bien, on ne peut pas rester avec des patients qui souffrent comme ça sans les infiltrer. Et donc, on propose la dexaméthasone sodium phosphate, qui est un corticoïde non particulaire, qui est le seul qui soit actuellement disponible en France, qui est actuellement utilisé dans d'autres pays, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, notamment hors indication. Donc ce corticoïde n'a pas l'AMM, mais c'est celui qui est associé au risque le plus faible de complications neurologiques. Il y a eu un cas de complications décrit dans la littérature, mais un cas, une publication vraiment de très mauvaise qualité. On n'est pas trop sûr d'ailleurs du produit qui a été administré. Et bien évidemment, et bien comme pour tout geste interventionnel, et bien le radiologue connaît parfaitement la démarche à suivre, la vérification du bien fondé de l'indication de l'infiltration, ça c'est bien sûr fondamental, l'information au patient, son consentement bien sûr avant de réaliser le geste, pour optimiser vraiment, pour diminuer les risques et optimiser le geste. Le guidage par l'imagerie est fondamental. Et puis, bien sûr, on réalisera un test par un produit de contraste pour vérifier qu'il n'y a pas d'opacification vasculaire avant d'administrer les corticoïdes. Voilà ce que je voulais vous dire sur les recommandations donc, de ces trois sociétés. Très bien. Merci beaucoup, Anne. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce problème, entre guillemets, de santé publique ? Qui est un vrai problème, vous l'avez bien compris, parce que ça touche un nombre de patients extrêmement important. Donc, ça sera un des sujets qui sera traité au JFR. La CIMS, par l'intermédiaire de Anne et du professeur Anne Cotten, son équipe et de tous les signataires de ces nouvelles recommandations françaises au niveau radiologique sont très importantes à diffuser. Il faut évidemment que ça passe aussi au niveau des patients. J'imagine que les assureurs vont s'intéresser à ce genre de recommandations. Voilà, donc c'est un problème important et j'en profite pour remercier cette fois-ci en tant que radiologue tout le travail qui a été réalisé par le professeur Anne Cotten et toute son équipe pour mettre en place ces recommandations à l'échelon national. Maintenant, vous avez bien compris qu'il va falloir pousser aussi auprès de nos tutelles pour que les produits qui sont actuellement recommandés mais qui n'ont pas complètement l'AMM obtiennent l'AMM pour qu'on puisse les utiliser de façon simple et que ce soit disponible pour tous nos patients à partir du moment, bien sûr, on remplit tout ce que Mme Cotten a montré dans sa dernière diapo, le repérage, l'indication, la consultation, etc., etc. Oui, une question. Est-ce que vous le traitez comme un problème, comme vous dites, de santé publique ou un problème informationnel, enfin, ou en tout cas politique et informationnel? Comment vous l'appelez, cette affaire? Je l'appelle une urgence thérapeutique parce qu'on est face à des tas de patients. Il y a certains centres qui ont du coup arrêté les infiltrations et vous connaissez les douleurs extrêmement invalidantes de ces patients. Donc en fait, il y avait urgence à proposer quand même quelque chose parce que c'est vraiment, si vous avez eu dans votre famille des gens qui ont déjà eu ce genre de problème non résolu par un traitement classique, eh bien, vous voyez qu'il faut vraiment faire quelque chose. Donc c'est important pour les patients et après c'est important effectivement sur le plan national de faire divulguer auprès de nos tutelles et bien sûr surtout également auprès de nos radiologues. Donc vous avez bien entendu la réponse. Madame le professeur Anne Cotten, qui est un médecin radiologue, vous explique que c'est une urgence médicale. Après le reste, c'est le problème des médias. La dénomination, ce n'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est l'urgence médicale. Je remercie beaucoup Anne et le travail qui a été fait parce que nous, ça nous soulage un peu. Moi, je continue à en faire parce que je suis comme toi dans des situations difficiles avec tout le nombre de patients que l'on a. Et les recommandations que tu as émises sont parfaites parce que si on rentre et si on travaille correctement avec des consultations du Combim City et qu'on fait vraiment attention aux indications, on est quand même grâce à toi, un peu couvert d'injecter de dexaméthasone. C'est ce que je fais parce qu'on est vraiment, comme tu dis, dans une urgence et une impasse thérapeutique.
Et les rhumatologues et les chirurgiens qui sont derrière nous sont vraiment très, 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 très ennuyés. Et je pense que là, tu as agi de manière superbe parce que les patients sont là. Et même si on est dans une impasse pharmaceutique presque, c'est très bien ce que tu as fait. Merci beaucoup. C'est l'occasion de souligner, avec la présence de Philippe Carr et de Franck Bouguin, qui sont les responsables du SRH, du syndicat des radiologistes hospitaliers, aussi nos amis de la FNMR qui sont là, la Fédération nationale des médecins radiologues, qu'évidemment, tout ce qui est fait au JFR, c'est l'action d'une société savante pour tous les radiologues, quel que soit leur mode d'exercice. Je me profite pour le rappeler, toujours mieux en le disant.